Bonjour et bienvenue à tous à cette 7e édition de 45 minutes chrono de l'Association du paiement, un événement qui a lieu chaque jeudi pour traiter de l'actualité des paiements. Je suis Sophia Briouel, je suis ravie aujourd'hui de pouvoir aborder avec notre invité le sujet du déploiement de l'authentification forte pour les paiements en ligne. Alors cela tombe très bien puisque l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement s'est réuni autour du 23 juin dernier et suite à cela, un communiqué de presse a été publié le 1er juillet sur le site de la Banque de France. Bien que nous l'avons noté, le plan de migration est maintenu et la question qui se pose est quelle est la trajectoire après la crise et comment accompagner cette migration dans les meilleures conditions. Alors pour cela, j'accueille notre invité d'aujourd'hui, Monsieur Julien Lassalle, secrétaire de l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement au sein de la Banque de France et chef du service de surveillance des moyens de paiement Scripturo. Rebonjour, Monsieur Lassalle. Bonjour, bonjour à tous. Eh bien, je vais vous poser la toute première question, qui est une question vraiment rituelle. On aimerait savoir comment allez-vous? Ça va plutôt bien. Alors, c'est vrai qu'on a des journées qui sont très animées avec ces questions de plan de migration et d'autres actualités sur les paiements que vous avez dû noter aujourd'hui dans la presse. Mais les énergies sont là et heureusement, votre régulateur préféré se porte en pleine forme. C'est une excellente nouvelle, on en est ravis. Alors, première question autour de l'organisation. Est-ce que votre organisation est revenue un peu à la normale? Alors, l'organisation, on est sur une activité qui est une activité d'abord de contrôle et de contact avec le marché. Donc, c'est une activité qui s'exerce très bien à distance et on a pu constater que le télétravail généralisé n'a pas affecté notre capacité à réagir et à interagir avec le marché, même si je pense comme l'association du paiement, on a fait beaucoup plus de conférences call qu'en temps normal. Hein, on ne pouvait pas se réunir physiquement. Aujourd'hui, la Banque de France, comme la plupart des grandes institutions, suit les consignes gouvernementales et donc les équipes reviennent progressivement au bureau avec une organisation qui reste encore semi-télétravail. Mais c'est vrai que ça fait du bien de pouvoir côtoyer à nouveau les collègues et de pouvoir se parler en direct sans un écran interposé. Absolument. Alors merci donc de nous avoir partagé en tout cas votre organisation. On va passer 45 minutes ensemble. Je rappelle à nos participants, bien qu'il y a des habitués, que nous allons consacrer 15 minutes aux participants pour qu'ils puissent vous poser leurs questions. Et pour cela, je vous invite à utiliser donc sur l'écran Zoom le QNR. Je prendrai effectivement en charge vos questions que l'on posera en direct à notre invité. Alors pour rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pourriez nous rappeler et rappeler à notre auditoire les échéances clés du plan de la migration de l'authentification forte? Alors, ce plan de migration, son échéance arrêtée par les autorités européennes, c'est la fin de l'année 2020 avec une phase de bilan d'un trimestre. Donc, jusqu'en fait au 31 mars 2021, vraisemblablement, on aura encore la capacité à poursuivre et assurer que les derniers retards sont corrigés. Ce qui est important, c'est de rappeler surtout que on parle d'un plan de migration, mais il y a bien deux volets à prendre en compte. Hein. D'un côté, il faut qu'on assure que les porteurs sont équipés de solutions d'authentification forte. Et donc ça, c'est quelque chose qui se passe entre la banque et son client. Assurer qu'on arrête d'utiliser le SMS OTP pour faire des vraies solutions d'authentification forte, par exemple sur mobile. Et puis, on a un deuxième volet du plan qui, lui, est plus côté commerçant, côté acquéreur et prestataire technique, qui est de s'assurer que les transactions sont conformes aux attentes de la DSP2, c'est-à-dire qu'elles sont en règle générale soumises à une authentification, sauf dans des cas d'exemption bien identifiés par les normes techniques réglementaires édictées par l'autorité bancaire européenne. Merci. Alors justement, merci de nous avoir rappelé en tout cas les échéances clés. Quel est l'état des lieux là en juillet sur ce plan de migration de l'authentification forte? Et deuxième question qui va aussi de pair, l'atterrissage prévu au premier trimestre sera-t-il maintenu? Alors, l'état des lieux qu'on fait aujourd'hui, c'est que sur un certain nombre de grands indicateurs qui nous permettent de suivre l'avancée de la migration, euh, les voyants ne sont pas aussi dégradés que ce qu'on pouvait s'attendre du fait de la crise du Covid. Et donc, je pense qu'on y reviendra en détail.
il y a eu des difficultés liées à cette crise, mais un certain nombre d'actions de migration qui ont pu se poursuivre ou sur lesquelles on avait éventuellement un petit peu de marge d'avance. La situation aujourd'hui, c'est que il faut repartir de l'avant, hein. C'est vrai qu'il y a eu une période un petit peu gelée pendant lesquelles un certain nombre d'actions ont dû être temporisées. Maintenant, notre ambition, c'est que les acteurs de marché, qu'ils soient côté porteur ou côté commerçant, reprennent leur feuille de route, soient en capacité de faire les migrations qui s'imposent, et pour qu'on puisse commencer à voir les curseurs reprendre leur progression pour un atterrissage le plus proche possible des cibles qui étaient attendues initialement. Alors, ceux qui ont lu le communiqué de presse de l'Observatoire ont pu noter qu'on parlait de marge de flexibilité. Je pense qu'on aura le temps de revenir dessus pour expliquer en quoi ça consiste. Ce qui est sûr, c'est que la trajectoire stricto sensu qu'on s'était fixée risque d'être hors de portée, effectivement, et donc il faut qu'on se donne un petit peu de marge de liberté par rapport à cela. Mais il faut qu'on garde une certaine ambition, parce que c'est ce qu'on doit aux consommateurs européens, c'est ce qu'on doit aussi au secteur du e-commerce, hein, puisque la directive doit apporter davantage de sécurité. Et ça, c'est une exigence sur laquelle on ne veut pas renoncer. Et donc, on maintient l'objectif d'un haut niveau de conformité qui serait atteint dès le premier trimestre 2021. Après, un haut niveau de conformité, c'est aussi le constat que la pleine conformité n'est peut-être pas tout à fait atteignable à un tel horizon, mais que ce qu'il restera à faire relèvera de l'action du superviseur, et donc que au-delà du plan de migration et des horizons qu'on connaît aujourd'hui, on fera en sorte d'assurer que ce qui reste de non-conformité soit réglé dans des délais qui soient raisonnables. Très bien, alors on reviendra effectivement sur cette marge de flexibilité, mais avant cela, en termes d'analyse d'écart entre justement l'état des lieux que vous faites là à l'instant et puis la cible par rapport au plan de migration initial, quels sont les indicateurs qui confirment que la trajectoire, elle est plutôt constante et que justement, malgré effectivement une marge de flexibilité, on va pouvoir tenir ce cap? Alors là il faut vraiment différencier les deux volets de la migration. Du côté de l'équipement des porteurs, on a une situation dans laquelle on a des établissements qui sont très en avance sur la cible. On a des grands établissements qui ont quasiment équipé la totalité de leurs porteurs, en tout cas de leurs porteurs actifs sur Internet, ceux qui font des achats de façon régulière, qui ont été migrés vers des solutions d'authentification sur mobile. Et donc, ceux-là ont des taux d'équipement par rapport à ce qu'on suit qui sont de plus de 70%, et donc qui sont très en avance sur la cible, puisque la cible, dans la période actuelle, elle devrait être de l'ordre de 40%. Et puis, on a à l'inverse un certain nombre d'établissements bancaires dans lesquels les taux d'équipement sont relativement faibles, voire quasiment marginaux. On a encore quelques grands établissements avec des taux d'équipement qui tournent autour des quelques pourcents. Et donc, on a une trajectoire qui, en apparence, est satisfaisante, mais qui pourrait rapidement sortir des clous si on n'a pas un effort qui est fait au niveau des établissements les moins avancés. Donc, le message qui est passé par l'Observatoire, c'est d'inciter ces établissements, ceux qui sont proches du zéro, ceux qui sont autour de 10-20% de taux d'équipement, à passer la vitesse supérieure et à reprendre des plans d'équipement qui soient à caractère contraignant pour les utilisateurs. C'est-à-dire, si on attend que l'utilisateur demande à être équipé par lui-même, on arrivera à capter quelques personnes qui seront intéressées par l'authentification sur leur terminaux mobiles parce que c'est fluide, c'est effectivement finalement plus confortable à utiliser que le SMS OTP. Mais pour la grande majorité des utilisateurs, ils vont s'en tenir à ce qu'ils savent utiliser aujourd'hui, à savoir le code SMS. Donc, on demande à ces établissements d'assurer une démarche très proactive d'équipement de leurs porteurs pour rattraper la cible attendue, de sorte qu'on va être en mesure de suivre ce rythme d'équipement au moins jusqu'en septembre. Ce qui se passe, c'est que on sait que le taux d'équipement en smartphone de la population devrait permettre d'équiper à peu près 70% des porteurs de cartes de solutions sur mobile. Le vrai sujet, ça va être ce qui va se passer dans l'étape d'après, donc faire en sorte que les banques soient capables d'apporter d'autres solutions d'authentification
soit en associant le SMS OTP avec un autre code de type code personnel, ce qui serait conforme DSP2, mais ce qui n'est absolument pas confortable en termes d'utilisation pour les clients, ça on en est conscient, ou d'apporter d'autres types de solutions. On nous parle de solutions de type boîtier, de type token, où on saisit un code confidentiel qui permet de générer un code, comme ça existe par exemple en Belgique. On a des solutions un petit peu inventives qui consistent à scanner un QR code qui apparaît à l'écran. On a des travaux très intéressants sur la biométrie comportementale, sur lesquels on attend des retours d'expérience de la part de ceux qui expérimentent ce type de solution avant de porter un jugement sur leur conformité DSP2. Donc, il se passe beaucoup de choses qui doivent permettre d'équiper les 30 ou les 20% de consommateurs qu'on ne pourra pas équiper avec des solutions mobiles. Et on sait qu'on a un point d'attention par rapport à cela, parce que c'est des solutions qui sont peut-être moins matures ou pour lesquelles les banques sont moins avancées dans la réflexion. Et donc, on sera côté Banque de France et côté Observatoire très vigilant à ce qui se passera sur cette partie de l'équipement. Maintenant, sur la trajectoire côté commerçant, là où on a de l'avance, c'est dans le recours aux infrastructures d'authentification. Aujourd'hui, on a plus de 60% des flux en valeur qui transitent dans des infrastructures de type 3D Secure ou l'équivalent dans les schemes privatifs. C'est un taux qui, là aussi, est en avance par rapport à la trajectoire qu'on s'était fixée au niveau de la place. Si vous revenez au plan qui avait été publié à l'automne dernier. Et donc, on a une marge d'avance assez confortable, puisque je pense que la cible était de l'ordre de 30 à 40%. Mais on est sur un taux qui, malheureusement, a assez peu évolué pendant la crise. Donc, on n'a pas conforté notre avance, elle est plutôt en train de se réduire, parce qu'on a une période où les cibles intermédiaires devaient aller croissantes de mois en mois. Donc, il y a un risque que, quelque part, à la rentrée, les deux courbes finissent par se croiser, si on reste sur une réalisation horizontale alors que la courbe d'objectif est croissante. Et là aussi, le message qui est passé au marché, c'est d'inviter les commerçants à utiliser plus massivement 3D Secure et à commencer à tester la deuxième version de 3D Secure qui, elle, permet de traiter des exemptions, donc de faire ce qu'on appelle le frictionless. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on fait le ratio au 3D Secure V1 versus 3D Secure V2, on a une majorité absolument écrasante de 3D Secure V1, ce qui n'est pas mal en soi, puisque 3D Secure V1 est tout à fait conforme à la DSP2, hein, ça fait de l'authentification. Par contre, c'est vouloir canaliser tous les flux des commerçants là-dedans correspond sans doute pas à l'image qu'on se fait d'un commerce qui est fluide et qui, dans certains cas, permet de se passer de cette étape d'authentification qui, même si elle est de plus en plus fluide, notamment avec les solutions sur mobile, reste une contrainte dans le parcours client. Et donc, ce qui nous importe par rapport à ça, c'est de regarder comment cette infrastructure 3D Secure V2, alors qui est neuve, donc qui n'est pas sans défaut, hein, qu'il faut arriver à roder, comment est-ce qu'elle va pouvoir monter en charge? C'est un problème de poulet d'œuf parce que l'infrastructure est neuve, donc elle est susceptible de rencontrer plus de problèmes techniques qu'une bonne vieille infrastructure 3D Secure V1, voire de paiement non authentifié. Hein, ça, c'est la version très rapide pour gérer des flux de paiement. Mais tant que personne ne l'aura testé, on sera en incapacité de pouvoir la sécuriser et de la rendre plus fiable. Et donc, on porte une attention particulière à ce que cette infrastructure soit fiabilisée, puisse monter en charge au cours des prochains mois, pour que ce taux d'utilisation de 3D Secure puisse progresser, reprendre sa marche en avant, tout en permettant aux commerçants de faire des transactions sans authentification, parce que dans ce canal-là, ils peuvent véhiculer vis-à-vis des émetteurs le fait que c'est une transaction à faible niveau de risque et donc qu'elle pourrait bénéficier de l'exemption. Voilà, donc cette trajectoire, elle n'est pas mauvaise aujourd'hui. Si on ne regarde que les indicateurs de résultats, on est plutôt en phase, on est même plutôt en avance sur le côté commerçant, mais la dynamique qu'on voit, elle a forcément été affectée par la crise. Donc, on a des courbes qui progressent peu, et donc il va nous falloir qu'on s'assure qu'on peut repartir de l'avant. Donc, finalement, ce que je comprends, c'est que le message qui est passé, c'est effectivement, bon, bien qu'il y a eu par la crise un peu de retard de certains acteurs,
vous proposez d'attendre effectivement septembre pour un peu plus analyser la situation et puis de maintenir le cap coûte que coûte dans cet esprit d'enjeu sécuritaire. Et puis effectivement, vous avez parlé tout à l'heure de marge de flexibilité. Alors, j'imagine qu'il y a des mesures qui vont être prises en septembre. Mais quelles sont les mesures que vous prenez là dans l'immédiat, justement pour soutenir ce déploiement d'authentification forte? Vous avez parlé de marge de flexibilité. Du coup, est-ce que les activités les plus sinistrées pardon, par la crise bénéficieront de cette flexibilité-là? J'aimerais bien que vous puissiez nous l'expliquer, cette marge. Alors, cette marge de flexibilité, on est en train d'introduire et de formaliser ça dans nos dispositifs de pilotage. Euh, il va s'agir d'être un petit peu plus tolérant dans l'atteinte des cibles intermédiaires qu'on avait jusqu'en mars 2021 et de pouvoir considérer que si finalement les indicateurs ont un petit peu de retard, un mois de retard, 2 mois de retard, finalement on n'est pas dans une situation de divergence forte par rapport aux cibles et que c'est des retards qui peuvent se comprendre du fait de la crise. Et donc, il ne s'agit pas de prendre des mesures particulièrement contraignantes à l'égard du marché, mais au contraire de faire en sorte qu'on facilite sa capacité à continuer à progresser. Donc, l'idée, c'est d'être un petit peu plus souple et de ne pas activer de mécanismes, par exemple, de vouloir forcer à tout prix le soft decline dans des proportions très élevées, alors que la migration se poursuit avec certes un petit peu de retard, mais pas des proportions catastrophiques. Ça fait partie des choses qu'on est en train d'envisager. Ce qui est important, c'est qu'il y a 2 actions très fortes qui vont être prises en compte par l'Observatoire pour renforcer son accompagnement. La première action, c'est les préoccupations autour des montées de version des protocoles. Parce que ce qu'on a noté dans la migration, et ce avant même la crise du Covid-19, c'est que pour assurer le traitement des flux en 3D Secure V2, tous les acteurs de la chaîne des paiements, et notamment les acquéreurs et les prestataires d'acceptation technique, doivent procéder à des montées de version des protocoles. Complexité supplémentaire, il y a plusieurs versions qui coexistent de ces protocoles qui sont compatibles DSP2, mais qui n'offrent pas les mêmes fonctionnalités. Et une des difficultés qui avait peut-être été mal appréhendée ou sous-estimée, c'est qu'on a un grand nombre d'acteurs du secteur des PAT, on en a plus d'une quinzaine, on a un grand nombre d'acquéreurs côté bancaire, et il ne s'agit pas que chacun des acteurs individuellement soit certifié comme ayant déployé telle version de protocole, mais il faut s'assurer que ces acteurs arrivent à communiquer entre eux. Pour un commerçant donné, notamment un commerçant de grande taille, donc il y a un acquéreur qui est distinct de son prestataire d'acceptation technique, il faut s'assurer que le couple PAT-acquéreur est capable de fonctionner sur la base des nouveaux protocoles avant que le commerçant puisse émettre des transactions via le canal 3D Secure. Et cette phase de fiabilisation des couples, c'est une étape donc, qui est incontournable. Et ça correspond, on estime qu'il y a plus de 80 couples PAT-acquéreurs qui vont arriver à faire dialoguer entre eux. Sachant que tous les PAT n'ont pas forcément fait les mêmes choix de protocole. Certains ont décidé de franchir un cap en allant directement vers le protocole le plus abouti, ce qui fait qu'on peut se retrouver dans des situations où il y a une incompatibilité entre le protocole, la version de protocole utilisée par un acquéreur et celle que le PAT souhaite mettre en œuvre. C'est quelque chose de très technique, effectivement, c'est un petit peu l'arrière-cuisine des paiements, mais c'est quelque chose auquel l'Observatoire va porter une attention très particulière. Donc, il y a une action qui va être prise par l'Observatoire de se rapprocher en premier lieu des schemes, puis dans un deuxième temps des PAT, pour comprendre les feuilles de route de raccordement de ces couples PAT-acquéreurs, s'assurer qu'on ne se retrouve pas dans une situation où certains couples ne seraient activés que très tardivement, dans des configurations où certains couples ne seraient disponibles qu'en novembre, par exemple. Ça veut dire que tous les commerçants qui s'appuient sur ce couple-là ne pourront pas migrer avant la fin d'année, ce qui nous semble contraire à l'esprit du plan de migration. Donc, on est prêt à accepter un certain nombre de délais. Les couples PAT acquéreurs étaient censés être prêts avant l'été. Il va falloir qu'on regarde comment on fait en sorte que la plupart des couples sont opérationnels dès le début de l'automne pour accompagner la montée des flux 3D Secure V2 par les commerçants. Voilà.
il y a un enjeu d'attractivité de l'infrastructure derrière qui est également assez fort, hein, parce qu'on va avoir des compétitions entre les différentes versions des protocoles. Donc tout ça, c'était une action, c'était une ligne, hein, dans le plan de migration, qu'il fallait que les protocoles évoluent. On réalise aujourd'hui la complexité qu'il y a derrière et on veut s'assurer qu'on maîtrise cette complexité et qu'on a des échéances claires pour surmonter ces difficultés. Ça, c'était le premier point et c'est un vrai point de blocage aujourd'hui. Le deuxième point, c'est les questions de continuité. La DSP2, c'est vrai, elle rend obligatoire, quasiment obligatoire le recours à une infrastructure d'authentification, ou en tout cas d'une infrastructure sachant gérer l'authentification d'un côté et les exemptions de l'autre. Dans le plan de migration français, on a fait le choix de privilégier des infrastructures type 3D Sécure. Donc, on a considéré que tous les flux de paiement internes devaient transiter par ces infrastructures de place. De fait, ces infrastructures, elles deviennent systémiques pour le marché du e-commerce, puisque dès qu'elles tombent en panne, on met en péril la capacité du e-commerce à gérer ses flux. Aujourd'hui, on a, de par l'héritage de 3D Secure V1, on avait mis en place des listes de contacts permettant aux acteurs de s'appeler entre eux et de discuter des incidents, mais ça ne constitue pas une procédure qui permet à un commerçant de savoir quoi faire en cas d'incident sur les serveurs d'autorisation ou sur les directory serveurs des schemes. Donc là aussi, et on a eu des incidents pas plus tard que ce matin, en fin de matinée, alors même que le groupe de migration était réuni. Donc voilà, on voit que c'est des choses qui arrivent, hein, et c'est normal sur des infrastructures qui sont encore récentes. Et donc, le travail à conduire pour nous pendant l'été, c'est aussi d'établir une sorte de procédure de crise à l'attention des acteurs pour dire qu'est-ce qu'on fait en cas de panne de ces infrastructures. Naturellement, la DSP2, elle autorise qu'en cas d'incident, on puisse faire des paiements non authentifiés. Maintenant, il s'agit de formaliser ça dans le fonctionnement normal des systèmes de paiement au niveau de la place. Et donc, quand on a une infrastructure d'authentification qui tombe en panne, que aussi bien côté commerçant, côté banque, côté scheme, côté PAT, on ait une idée de la marche à suivre pour permettre aux commerçants de continuer à gérer leurs flux. Alors, ce n'est pas neutre, hein, parce que naturellement, on ne va pas construire des redondances de toutes les infrastructures les unes avec les autres. Donc, il va falloir sans doute accepter que des flux non authentifiés, non conformes à la DSP2, mais ce n'est pas grave, ces situations exceptionnelles, puissent être traités. Quelles sont les conséquences de cela en termes de responsabilité quand il y a des cas de fraude, et comment est-ce qu'opérationnellement on assure que les incidents sont identifiés, partagés et que leur résolution est connue, parce qu'on ne veut pas non plus que les commerçants continuent indéfiniment à faire des transactions non authentifiées dès lors que la plateforme est rétablie. Il faut qu'on arrive à formaliser tout cela dans une sorte de procédure de crise adaptée à ces systèmes d'authentification. Donc, c'est un travail que là aussi, l'Observatoire va entreprendre pendant les mois de juillet et août, d'abord au contact des schemes et des opérateurs de ces plateformes d'authentification pour discussion avec les acteurs de marché dès la rentrée. Très bien. Ça, c'est deux actions très, très fortes parce que c'est deux points de crispation qu'on a vu émerger ces derniers mois et qu'on comprend tout à fait. Et c'est vrai que si on n'apporte pas une réponse sur ces deux sujets-là, on met en péril la capacité à assurer une migration fluide et sans accroc. C'est très clair, hein. Donc, face à la difficulté, à la complexité de cette crise, finalement, ces deux actions, à la fois de fiabilisation des couples, vous invitez en fait les PAT, les acquéreurs à se rapprocher des schemes, justement pour faire la montée vers la V2. Et puis, il y a la continuité que vous allez organiser, là, juillet jusqu'à septembre, pour justement pallier, faire des procédures quant aux pannes potentielles des infrastructures et puis avoir cette souplesse d'accepter finalement ces situations exceptionnelles d'authentification qui finalement n'est pas forte. C'est bien ça? Oui, exactement, exactement. Très bien. Écoutez, c'est très clair. Merci pour cet éclairage. Je pense qu'il était important effectivement de bien le comprendre. Alors, Ah, concrètement, il y oui, a une question à laquelle je n'ai pas répondu et effectivement, c'était une question tout à fait pertinente. On sait par ailleurs qu'il y a des activités qui ont plus souffert de la crise que d'autres. Et effectivement, c'est le cas de l'hôtellerie, du secteur des voyages.
et c'est quelque chose qu'on doit prendre en considération, d'autant plus que c'est des secteurs sur lesquels il faut qu'on aille vers les versions les plus avancées des protocoles pour permettre un fonctionnement le plus fluide possible. Sur les centrales de réservation de voyage, par exemple, on sait qu'il y a des pratiques qui ne permettent pas aujourd'hui d'assurer la traçabilité de l'authentification d'un bout à l'autre. Euh, et donc, c'est des choses dont on est conscient, d'autant plus que c'est des secteurs dont une partie de l'activité s'est effondrée du fait de la crise. Euh, alors, naturellement, on a une migration de masse et on ne souhaite pas exclure des catégories de marchands de cette migration. Par contre, on a un certain nombre de dispositifs qui ont un caractère contraignant pour les commerçants. C'est le cas du soft decline, hein, dont l'Observatoire est en train de préparer les conditions de mise en œuvre à une échelle un petit peu plus grande de ce type de message. Il y a des questions légitimes qui peuvent se poser sur la possibilité d'exempter certains secteurs d'activité de soft decline pendant une certaine période. Par exemple, faire en sorte que les secteurs du tourisme soient un peu préservés de l'envoi de messages de type soft decline par les émetteurs pendant une certaine période. C'est des choses qui peuvent se gérer à partir des codes marchands, par exemple. Et donc, c'est des choses qui sont examinées de façon très attentive pour qu'on affine notre feuille de route là-dessus. La feuille de route sera prévue, je suppose, au même titre que le reste en septembre, hein, pour justement ces Exact, activités qui exactement. sont illustrées par Alors, la feuille de route, on en discute. Vous savez qu'on a une structure qui se réunit mensuellement du groupe de pilotage de la migration. Donc, on a déjà évoqué certaines pistes ce matin avec des membres de l'Observatoire. Notre cible est qu'effectivement, le rapport annuel de l'Observatoire, qui doit être publié le 22 septembre, intègre tous les ajouts qu'on compte faire au plan de migration. Et ça couvrira à la fois les sujets qu'on évoquait juste avant sur les montées de version de protocole et sur la continuité d'activité, mais ça intégrera aussi les cas spécifiques sur certains secteurs d'activité et la formalisation de cette marge de flexibilité qu'on se donne. Merci beaucoup. Alors, je vais vous poser une ou deux dernières questions. Finalement, si on reprend un peu tout ça, on constate effectivement que on maintient quelque part la migration à venir, mais parce que derrière, il y a aussi des enjeux. Et ma question, c'est à quels enjeux finalement doit-on répondre en période de crise? Donc là, vous l'avez évoqué au travers de l'accompagnement, du soutien que vous faites quant à la migration à l'authentification forte, mais quels sont les enjeux d'après la crise pour justement la France face à l'écosystème des paiements européens? Alors, déjà, un des enjeux pour nous, d'après la crise, ça va être bien sûr de tenir notre rang en tant que nation qui était, enfin, on était un des pays les plus en avance hein, sur tout ce qui est sécurité des paiements, notamment sur Internet. Euh, je pense que montrer notre capacité à réussir cette migration, quitte à faire quelques concessions en route, effectivement, euh, se donner un petit peu de souplesse pour être moins rigide dans le pilotage, je pense que ça fait partie des nécessités. Ça montre aussi qu'on est capable de s'adapter au contexte. Mais je pense qu'il va être important de montrer que malgré ce contexte assez défavorable, on est arrivé à faire beaucoup de choses. Déjà, on a fait beaucoup de choses pendant la crise. Les actions de fiabilisation de 3D Secure V2 se sont poursuivies. On a poursuivi le chargement des bases de cartes sur les nouveaux ACS et les directory serveurs 3D Secure. On a mis en place le soft decline au 1er avril, alors que c'était 2 semaines après le début du confinement. Donc, la place française a continué à avancer. Et je pense que c'est des choses sur lesquelles la reprise doit capitaliser. Et quand on se projette en 2021, je pense qu'on a la capacité d'atteindre ce haut niveau de conformité. On aura des choses à régler, quelques derniers boulons à serrer, quelques fins de migration qui vont peut-être déborder un peu, mais c'est des choses qu'on peut assumer et qu'on peut justifier. Mais on est quand même confiant dans la capacité des acteurs des paiements français. Ça comporte les banques, les schemes, les commerçants. On a une grande maturité en termes de sécurité des paiements, ça il faut le reconnaître. Et donc, on doit pouvoir arriver à une situation qui sera finalement bien meilleure que d'autres pays qui ont finalement moins tergiversé que nous, qui ont considéré que le marché devait tenir sa trajectoire et n'ont pas forcément adapté leur dispositif de pilotage.
Les enjeux après, c'est au niveau européen, c'est effectivement de consolider cette vague de dématérialisation, hein. On a eu, du fait de la crise, un vrai changement dans les habitudes de paiement. On a le sans contact qui s'est développé avec l'élévation du plafond qui a aussi, alors qui a permis de répondre aux enjeux sanitaires, mais qui a aussi permis d'augmenter très significativement les flux sur ce mode de paiement. On a sans doute eu du frémissement du paiement mobile aussi, même si on a un peu plus de mal à le quantifier et que ça reste encore aujourd'hui des volumes assez faibles. On a moins d'espèces, on a moins de chèques. Euh, la question, c'est comment est-ce que ces nouvelles habitudes de paiement avec plus d'Internet, plus de sans contact, on continue à assurer sa sécurité à un niveau satisfaisant. On sait que dès qu'un moyen de paiement, plus un moyen de paiement est utilisé, et plus il devient aussi attractif pour les fraudeurs. Et donc, dans ce nouveau mix d'utilisation des moyens de paiement, il va falloir qu'on trouve les moyens d'assurer une résilience à la fraude toujours aussi efficace que ce qu'on connaissait du temps où on faisait du chip and pin. Le chip and pin, c'est notre optimal en paiement de proximité, c'est du 0,010% de taux de fraude. Le sans contact, c'est un peu plus. Le paiement sur Internet, c'est des taux de fraude largement plus élevés. Or, le e-commerce a quand même été boosté par la crise. On a eu un développement assez spectaculaire du click and collect ou de nouvelles habitudes de consommation à distance. Un des grands enjeux maintenant, ça va être d'assurer la viabilité de tout cela. Donc, il faut qu'on ait des infrastructures qui gèrent ces nouveaux paiements, résilientes, résistantes à la fraude. Et puis, on a dans un coin de notre tête, et ça a été l'actualité du jour, hein, cette question sur l'intégration européenne du marché des paiements. On va peut-être vers plus de paiements mobiles, plus de virements instantanés, peut-être toujours un fonds de carte important. Comment est-ce qu'on est capable, nous, Européens, de construire nos systèmes de paiement utilisant ces technologies, ces moyens de paiement et avoir une meilleure souveraineté, une plus grande indépendance par rapport aux acteurs qui sont des acteurs étrangers. Voilà. Et ça, je pense que la plupart d'entre vous ont suivi les communiqués de presse qui sont survenus aujourd'hui de la profession bancaire et des institutions européennes sur le lancement du projet EPI. C'est quelque chose qu'on va regarder de très près parce que derrière, il y a une ambition pour le marché européen des paiements qui en plus supporte cette tendance à la dématérialisation des paiements qui est née de la crise. Donc, c'est un vrai sujet d'avenir pour l'Europe des paiements. Merci. Alors, juste pour conclure, en tout cas de mon côté, quels conseils donneriez-vous aujourd'hui à l'écosystème concerné par la migration, si on reprend un petit peu tout ce que vous nous avez dit tout à l'heure? Et ensuite, je passerai la main à nos participants pour qu'ils posent leurs questions. Alors, le conseil qu'on peut donner, c'est maintenant de donner conseil aux acteurs du marché de se lancer. On a des infrastructures qui sont en place. On a, je pense, des consommateurs, des commerçants qui sont prêts à faire un pas en avant. Les sujets de cybersécurité, le risque de fraude, je pense que c'est des choses qui sont ancrées, qui sont connues. La DSP2, c'est pas une réglementation punitive pour le secteur du e-commerce. C'est une chance. C'est davantage de sécurité, mais aussi davantage de fluidité puisqu'on reconnaît le frictionless, on lui donne une raison d'être. On reconnaît des modes d'authentification qui sont finalement beaucoup plus fluides que le SMS OTP. Quand ça marche bien, au meilleur des mondes, vous recevez une notification, vous n'avez même pas à toucher votre téléphone, il vous reconnaît et il sait que vous êtes là et que c'est vous qui avez validé la transaction. Voilà, donc on va finalement vers un paiement qui est à la fois plus sécurisé et plus fluide. Ça, c'est une chance dont il faut se saisir. Et donc, il faut que, notamment du côté des commerçants et de tout l'écosystème autour de l'acquisition, les acteurs franchissent le cap. On ne leur demande pas de basculer 100% de leur flux en 3D Secure V2, ce serait sans doute une prise de risque, mais commencer à se raccorder, à tester, même si tous les cas de frictionless ne sont pas disponibles dès le début, mais commencer à roder tout cela pour qu'au moment où on doit faire de la migration un petit peu plus intensif, les acteurs soient prêts et on évite des déboires d'une migration à marche forcée. On a de la souplesse dans notre feuille de route et on est en avance. Donc, il ne s'agit pas pour nous d'imposer aux commerçants de migrer des gros volumes de transactions dès à présent dans les nouvelles infrastructures,
Mais commencer à s'y raccorder, à tester, ça fait partie des choses euh, qu'on attend nous, parce que c'est ce qui nous évitera d'avoir à faire face à un mur au moment où on devra faire un Big Bang parce qu'on aura pris trop de retard et qu'on sera le 31 mars et qu'il faudra migrer tous les flux pour des raisons d'exigence européenne. Merci Julien, merci beaucoup. Nous avons des questions. Je vais vous en proposer une première. Maurice Blanchard, notre président, donc, qui dit bonjour à tous les deux. Merci Julien pour la clarté de l'exposé. Alors, si j'ai bien compris, tout le monde ne va pas à la même vitesse, comme c'est le cas très souvent dans ce type de projet. Si le nécessaire n'était pas fait, envisagez-vous des sanctions ou à défaut des mesures spécifiques? Alors, aujourd'hui, on n'est pas dans le temps de la sanction. Le plan de migration, c'est une action de place et on est dans une approche qui se veut d'abord proactive. Donc, pour nous, l'important, c'est de faire preuve de conviction vis-à-vis des acteurs, qu'il s'agisse des banques, qu'il s'agisse des fédérations de commerçants et des commerçants d'ailleurs individuellement avec lesquels on a de nombreux contacts. On a vraiment une fonction de facilitateur dans cette migration. Le temps de la sanction, de la répression, il viendra au moment où la directive sera censée être pleinement en application. Quelque part, à partir de la mi-2021, on pourra se retourner en particulier vers les établissements à créer, type banque, prestataire de services de paiement, qui n'auraient pas joué le jeu de la migration. Aujourd'hui, notre priorité, c'est de faire en sorte que ça marche. Du côté des émetteurs, par exemple, je vous disais que certains ont développé des solutions mobiles, certains d'ailleurs avaient quelques années d'expérience, et donc c'est normal qu'ils soient en avance sur la courbe. Certains sont en retard parce qu'ils ont développé plus tardivement leurs solutions. Euh, Ce n'est pas grave du moment qu'on a une trajectoire qui est globalement suivie au niveau de la place. Ça commence à devenir un problème parce que ça peut affecter notre capacité à atteindre nos cibles. Et donc, il faut qu'on travaille vis-à-vis de ces établissements-là pour les inciter à un déploiement beaucoup plus engagé de ces solutions d'authentification forte. La même chose vaut côté commerçant, où effectivement, on va identifier là où on a des problèmes, notamment dans ces fameux couples PAT acquéreurs. On va d'abord dialoguer avec eux. Il ne s'agit pas de prendre des sanctions, mais il s'agit de se fixer des échéances, de s'assurer que l'ambition est bien là. Et puis, on va aussi travailler au niveau des commerçants, des fédérations de commerçants, pour faire en sorte qu'on ait de plus en plus de commerçants qui testent. Notre but, ce n'est pas de forcer à tout prix les commerçants à passer en production, mais d'avoir une masse significative de commerçants qui testent, qui fiabilisent l'infrastructure pour le bénéfice de tout le monde, finalement. Aujourd'hui, on a quelques grands commerçants qui font des transactions 3D Secure V2. Plus on en aura et plus les suivants arriveront dans un cadre facilité. Donc, on compte sur un effet boule de neige vertueux pour amener à terme tous les commerçants à se raccorder à ces infrastructures. Donc, on veut vraiment faire la preuve de façon positive que tout cela fonctionne et qu'on en tire un réel gain. Il y a quelque chose de tout bête, mais en discutant avec les acteurs de marché, on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, il y a très peu de transactions 3D Secure V2 parce qu'on a très peu de commerçants qui se sont lancés. Mais finalement, le taux de réussite des transactions dans 3D Secure V2, il est plutôt bon, tout simplement parce que dans 3D Secure V2, il y a du frictionless, qui sont des transactions qui sont globalement qui ont toutes les chances d'aboutir. Et donc, ça tire vers le haut le taux de réussite des flux 3D Secure V2 par rapport à ceux de 3D Secure V1. Rien que ça, c'est déjà une information utile, je pense, un argument à avoir quand on dialogue avec des commerçants pour démontrer que ce n'est pas une plateforme qui est nocive pour le e-commerce. C'est à force de conviction, je pense, qu'on amènera l'écosystème à progresser. Et si effectivement on a des retardataires, parce qu'il y en aura, ça, on ne se fait pas d'illusions, les premiers leviers contraignants qu'on pourra activer, c'est naturellement le soft decline, puisque par la mise en œuvre de ce dispositif du côté des émetteurs, on peut contraindre les commerçants qui font massivement des transactions sans authentification à devoir utiliser 3D Secure, faute de quoi ils risquent de perdre une partie de leur business. Voilà, donc ça, ce sera un dispositif pour le coup contraignant vis-à-vis des commerçants et qu'il s'agit d'utiliser à bon escient. Pour nous, le soft decline, c'était un peu la voiture balai, donc ça permettait de pousser les récalcitrants. Le but, c'était pas de faire du soft decline pour pousser 90% des commerçants. Ça, c'est une voiture balai, hein, c'est des grands coups de fouet à l'ensemble de la place. Donc, on est très prudent dans le dosage d'introduction du soft decline,
Mais on n'hésitera pas à y aller vigoureusement au moment où on n'aura plus que quelques commerçants qui n'auront pas joué le jeu de la migration. Très bien. Deuxième question, parce que j'en ai quand même quelques-unes. Existe-t-il un référentiel d'audit de conformité DSP2 SCA pour effectuer des audits? Une question de Pierre Crégo. Alors ça, c'est une bonne question. On n'a pas de référentiel de ce type-là au niveau des autorités. Alors, je n'exclus pas qu'il y ait un certain nombre de checklists qui existent dans les référentiels de conformité, par exemple des schemes. Nous, notre référentiel de conformité, c'est tout simplement les RTS. Alors, bon, on peut dire que c'est une base un petit peu austère, les RTS de l'autorité bancaire européenne, les QNA de l'autorité bancaire européenne euh, qui, euh, qui, euh, qui expliquent un certain nombre de choses. Nous, notre référence, elle est simple. C'est que en régime cible, toutes les transactions, on n'ait plus une seule transaction qui soit non authentifiée et non motivée par un facteur d'exemption. Ça, c'est la cible DSP2. Et quand les transactions doivent être authentifiées, elles sont authentifiées au moyen d'une vraie authentification forte. Et donc, on a débranché le SMS OTP à l'autre bout du tuyau. Voilà. Notre exigence, elle tient en une ligne, c'est ça. C'est des transactions conformes, donc de la SCA ou de l'exemption justifiée donc traçable dans les systèmes. On doit être capable, nous, de pouvoir les suivre. Et puis, des vraies authentifications fortes quand il y a besoin d'authentification forte. Et à partir de ça, je sais qu'il y a la réalité est beaucoup plus compliquée. Hein, il y a des protocoles, il y a des infrastructures. Et derrière, il y a des règles qui s'appliquent à l'utilisation de ces protocoles. Mais ça, c'est aux mains finalement des acteurs de marché, notamment des skillcards, hein, qui établissent leur propre cahier des charges et leurs propres règles pour leurs utilisateurs. Merci beaucoup. Une question de Fabienne Niacolo. Nos voisins anglais semblent se diriger vers une préférence pour l'OTP par SMS associée à de la biométrie comportementale. Est-il nécessaire d'émettre une préférence sur les méthodes d'authentification de la part des autorités nationales? Alors non. Dans notre cas, on considère que c'est au marché de définir quelles sont les solutions d'authentification les plus appropriées. Là où on a un état de marché qui est globalement convergent, c'est que toutes les grandes banques françaises se sont projetées vers l'authentification sur mobile, ce qui est en fait une évolution de ce qu'on connaissait avec le SMS OTP, hein, parce qu'on était déjà sur quelque chose qui mettait en œuvre le mobile. Là, on va vers des techniques plus avancées où le mobile fait office de facteur de possession et on va coupler à ça un MPIN, donc un code personnel, voire pour des raisons de fluidité, vers de la biométrie. Donc, c'est un fait, la place française a privilégié cette solution-là. Maintenant, d'autres solutions peuvent coexister, hein, dont pourquoi pas de la biométrie comportementale et de l'OTP. La biométrie comportementale, c'est quelque chose sur lequel on est très prudent côté Banque de France. Donc, on n'est pas fermé aux expérimentations, mais il est important qu'on ait des retours d'expérience des acteurs avant qu'on ait une généralisation de ce type de dispositif, parce que la frontière est très mince entre analyse de risque, donc exemple sur article 18, et ce que certains mettent derrière biométrie comportementale. Si la biométrie comportementale, c'est de suivre une adresse IP et le fait que l'utilisateur utilise son terminal habituel, c'est pas de la biométrie, il n'y a rien de biométrique derrière. C'est juste des facteurs de réduction des risques qu'on peut prendre en considération pour accepter de ne pas faire d'authentification forte. Si derrière la biométrie comportementale, il y a vraiment quelque chose qui s'attache à l'individu et à des choses qui peuvent être quantifiées en termes de risque de mauvaise acceptation, c'est-à-dire le risque que quelqu'un puisse usurper facilement une identité, si on arrive à mesurer ça et s'assurer que c'est biométrie comportementale sur la vitesse de frappe, le déplacement de la souris, sur la façon de manipuler la fenêtre d'authentification, on a la preuve que c'est suffisamment résilient aux tentatives de fraude, alors pas de difficulté de notre côté pour qu'on accepte ce mode d'authentification comme conforme à la DSP2. C'est très délicat sur des techniques qui sont un peu nouvelles de se prononcer aujourd'hui, et c'est aussi très délicat et dangereux de le faire dans un cadre strictement national. Le Royaume-Uni est un peu à part, hein, puisqu'ils ne seront plus dans l'UE à partir de début 2021, donc qu'ils s'accordent les délais qu'ils jugent nécessaires et qu'ils fassent des choix de place, finalement, ça ne regarde qu'eux.
Par contre, au moment d'assurer qu'une solution d'authentification est conforme à la DSP2, pour l'Europe continentale, entre guillemets, je pense qu'on ne s'autorisera pas à le faire de notre propre chef, mais ce sera à l'issue d'un dialogue avec l'autorité bancaire européenne et avec nos homologues. Merci beaucoup. Une dernière question de Maurice. Donc, vous abordez l'utilisation de la solution avancée biométrique. Pour certains clients, cela a un coût. Qui va payer? Quid du modèle économique? Alors, sur les solutions biométriques, aujourd'hui, celui qui paye, a priori, c'est l'utilisateur, puisqu'on embarque ces solutions dans les smartphones qui sont finalement financés par le porteur de carte. Si on va vers des systèmes où on a de la biométrie qui est embarquée dans des choses qui seraient mises à disposition par les banques, naturellement, c'est plutôt côté émetteur que le coût serait supporté. De toute façon, l'authentification est d'abord l'affaire de la relation client-émetteur. C'est des choses qui ont un coût. Hein. Il a fallu mettre à niveau les dispositifs d'authentification. On n'est pas naïf. Hein. On sait que ces coûts doivent être bien supportés par quelqu'un dans la chaîne des utilisateurs. La mise à disposition de solutions d'authentification très avancées, on l'a vu par le passé avec les cartes à cryptogramme dynamiques, c'est des choses pour lesquelles l'utilisateur est éventuellement prêt à en supporter le coût. Ou c'est des choses qui peuvent être embarquées dans les packages mis à disposition de tenue de compte définis par les établissements bancaires. Notre principe, c'était un point d'attention dans les communications précédentes de l'Observatoire. La migration du SMS OTP vers des solutions plus avancées, c'est une obligation réglementaire. Ça ne doit pas être une opportunité de faire supporter des coûts supplémentaires aux porteurs. D'ailleurs, l'infrastructure SMS OTP elle-même est coûteuse, hein, puisqu'elle génère notamment des coûts de communication et d'envoi de SMS qui sont importants. On a un point d'attention très fort, c'est qu'il faut que les solutions d'authentification soient accessibles et donc qu'on ne se mette pas à avoir des utilisateurs qui renoncent à faire du e-commerce parce qu'on leur facture l'utilisation de leur solution d'authentification et donc qui ne veulent pas se permettre de supporter ce coût supplémentaire. Donc, il y a une attention sur le fait que cette migration des solutions d'authentification, elle doit se faire à un coût qui est maîtrisé, qui est transparent pour l'utilisateur. Merci beaucoup, Julien Lassalle. J'aurais aimé vous poser d'autres questions autour de l'évolution de la dématérialisation et des paiements, ainsi que de l'interopérabilité, mais je suis certaine que cela fera l'objet d'une autre chronique. Donc, nous arrivons en fin des 45 minutes chrono. Un grand merci à nos nombreux participants et à ceux qui suivent ce rendez-vous hebdomadaire chaque jeudi. Un grand merci à vous, Julien Lassalle, pour votre disponibilité. Nous ne pouvions pas rêver mieux en termes d'éclairage à la fois sur les enjeux, notamment pan-européens, sur la complexité et la difficulté de mise en œuvre de la conformité DSP2 et DSCA. Et surtout, merci d'avoir apporté tout l'éclairage nécessaire quant à cette trajectoire d'après-crise. Nous en saurons bien entendu un peu plus en septembre, mais je crois que ce que vous nous avez donné est déjà très complet. Et donc, je vous retrouve jeudi prochain en compagnie de Maurice Blanchard, notre président, ainsi que deux invités, Fabien Pinkham de la société Ingenico, ainsi que Dimitri Faber de la société Tiller. Et là, nous aborderons la reprise pour le petit commerce français et nous partagerons notamment des chiffres clés et des tendances à venir. Merci à vous, Julien. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.